Bonjour, bienvenue à l'émission du Rendez-vous du financement organisée par la CCI Hérault en partenariat avec la CCI Occitanie. Je suis Hubert Vialat, journaliste, et j'ai le plaisir d'animer cette actu numéro 4. Je rappelle le thème de cette actu: renforcer ses fonds propres, comment faire, sécuriser le rebond et la croissance de l'entreprise. Je précise que les différentes actus de la journée peuvent être revues en replay sur la page Facebook de la CCI Hérault ou sur la page YouTube de cette CCI Hérault. Pour aborder le sujet des fonds propres, à mes côtés, Geneviève Blanc. Madame Blanc, bonjour. Vous êtes directrice d'investissement à IRDI Capital Investissement, société de capital investissement en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, de l'amorçage à la transmission d'entreprise. Vous allez entre autres détailler le fonctionnement et la vocation du nouveau fonds IRDI Impulsion. Hervé Darieux. Monsieur Darieux, bonjour. Vous êtes directeur d'investissement à BPI France Investissement sur l'Occitanie Est. Vous êtes chargé de réaliser des opérations d'investissement et de désinvestissement, d'accompagner les participations de BPI France. BPI France qui suit les PME sur un horizon de 5 à 7 ans et qui peut aussi réinvestir au-delà. Tout à fait. BPI France Investissement réalise des interventions de fonds propres sur des PME et des ETI, des opérations de haut bilan dans de belles PME de la région avec des tickets allant de 500 000 € à 7 millions d'euros. Donc, tout à fait. C'est ça. Et la direction fonds propres PME de BPI France en région est dirigée, en grande région, est dirigée par Thierry Decker, basé à Toulouse. Qui est basé à Toulouse. Ouais. Emmanuel Sali-Alge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable délégué du service ingénierie financière et fonds européens à la direction de l'économie et de l'innovation de la région Occitanie. Service qui suit l'éventail des outils financiers de la région, le mécanisme de prêt d'honneur aux porteurs de projets, jusqu'au fonds de capital investissement, en passant par des outils dédiés à l'économie sociale et solidaire ou des outils de garantie. Et votre service tisse des partenariats avec BPI France, avec le FEI dans le cadre de Foster TPE-PME, avec des réseaux comme Réseau Entreprendre ou France Active. David Gache, à mes côtés. Bonjour Monsieur Gache. Vous êtes directeur adjoint des entreprises et ingénierie à la Banque Populaire du Sud. Vous représentez les banques de manière générale sur cette actu, et accessoirement bon anniversaire puisque c'est aujourd'hui que vous avez 28 ans. Donc, Merci Hubert. Si moi j'ai 28 ans, a priori vous en avez 26 aujourd'hui. Et voilà, c'est les hasards du calendrier. Donc sur les masques, on garde les masques quand on ne parle pas. On peut l'enlever quand on parle. Oui, voilà, c'est ça. Donc chers internautes, je vous invite aussi à réagir sur les réseaux sociaux tout au long de cette actu, en utilisant le hashtag RDV Financement 2021, RDV Financement tout attaché 2021. N'hésitez pas aussi à poser vos questions à travers la plateforme sur laquelle vous êtes connectés. Les équipes de la CCI Hérault me transmettent en direct d'ailleurs vos questions, et je les pose en simultané aux intervenantes et intervenants de l'actu. Voilà, donc peut-être une petite question pour vous, Monsieur Gache et Monsieur Sali-Alge. Est-ce que vous conseilleriez aux PME de renforcer leurs fonds propres aujourd'hui et puis de façon plus large en 2021 ? Bon, vous allez me dire, ça dépend des PME, ça dépend de plein de choses, de beaucoup de paradigmes, mais est-ce qu'aujourd'hui, en mars 2021, la question se pose avec plus d'acuité qu'elle ne se posait il y a un an, en mars 2020 ? Oui, en partie. Entre mars 2020 et mars 2021, il y a eu quand même un petit événement qui a touché le monde occidental, qui est le Covid, avec un effet en termes de gestion économique au niveau français avec le PGE, le prêt garanti par l'État, où beaucoup d'entreprises ont pu en bénéficier auprès des différents établissements bancaires. Donc l'effet dette a joué à plein sur 2020 pour gérer la crise et répondre à la demande, puisque ce PGE était en fonction du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises. Donc on va dire que d'un point de vue microéconomique sur bon nombre d'entreprises, l'équilibre entre les fonds propres et l'endettement a été déséquilibré très fortement en 2020. D'où l'intérêt, encore accru sur 2021, de se poser la question des fonds propres pour rééquilibrer ce point-là et du coup amorcer
pour certaines entreprises, les relances. Et pour d'autres, malheureusement, qui ont été en difficulté et qui ont même, avec le PGE, sont toujours en difficulté, un véritable rebond financier. La situation, en fait, les entreprises la connaissent bien. C'est exactement celle-là. C'est celle d'une situation qui, pour certaines d'entre elles, a été très fortement impactée, voire arrêtée une bonne partie de l'année écoulée. Une consommation de fonds propres, une consommation au niveau de la trésorerie, un endettement pour compenser ce phénomène et qui forcément intervient sur la situation financière de l'entreprise et donc sur son niveau de fonds propres. Donc oui, effectivement, en 2021, et dans une perspective de sortie de crise, qui devrait tout de même arriver, on l'espère, de manière véritablement significative dans les mois qui viennent, c'est effectivement le bon moment aujourd'hui pour penser rééquilibrage au niveau des fonds propres et penser par rapport à ces projets de développement, d'investissement qui vont supposer ce type d'intervention. Monsieur Darieux, il y a un prérequis qui est évident. Ce qui compte, c'est le projet. On l'a déjà dit et redit dans les tables rondes précédentes. C'est peut-être bien de le redire. Effectivement, donc ouvrir son capital, c'est pas un acte neutre pour l'entreprise. Et donc il faut qu'il y ait un vrai besoin qui soit porté par le chef d'entreprise. Donc ça peut être une opération de développement. Parlez bien dans le micro. Voilà. Ça peut être une opération de développement, financer des investissements importants, la construction d'un nouveau site, la réalisation d'une croissance externe. On sait aujourd'hui aussi que la situation actuelle, la crise sanitaire, c'est aussi une source d'opportunités de développement pour les entreprises, avec un formidable accélérateur sur des tendances de fond comme la digitalisation, certaines opportunités à saisir de croissance externe pour des entreprises en bonne santé. Donc tout dépend en fait du projet de développement. Nous, on est là pour aider le chef d'entreprise à réaliser ces projets. Et donc, c'est plutôt des investissements lourds. Et on intervient en fait pour faciliter le bouclage du plan de financement et lui permettre aussi d'aller chercher le bon niveau d'endettement pour réaliser ces investissements. Les entrepreneurs plus jeunes sont peut-être plus prêts psychologiquement à ouvrir leur capital. Il y a un changement de culture aussi. Oui, et puis on est aussi là avec nos confrères et nos consoeurs d'Irlis Soridec pour évangéliser un petit peu la population des chefs d'entreprise et les encourager à aller dans cette démarche d'ouverture du capital pour les inciter en fait à accélérer leur développement, à faire plus que ce qu'ils ne pourraient faire seuls. Et donc c'est vrai qu'il y a peut-être un changement de mentalité entre les chefs d'entreprise jeunes ou en tout cas plus jeunes dans leur tête. Ce n'est pas forcément une question d'âge, mais qui n'hésitent pas à ouvrir leur capital, alors que peut-être les chefs d'entreprise un peu plus old school, on va dire, avaient tendance à vouloir cadenasser leur capital et à être seuls maîtres à bord. Nous, ce n'est pas le sujet en fait. On est là en tant que facilitateur à leur côté et pour les aider à faire plus de choses. Et on intervient en tant que minoritaire en fait, à leur côté. On est tout le temps minoritaire dans le capital des entreprises que nous accompagnons. Donc les chefs d'entreprise et les dirigeants gardent le contrôle de la gestion de l'entreprise. Vous vouliez réagir sur ces... Oui, j'allais dire, il ne faut pas non plus que l'ouverture de capital se fasse pour de mauvaises raisons, pour renforcer ce que dit Hervé. Typiquement, si on vient nous voir pour nous dire on a contracté des PGE de façon massive l'année dernière et il faut qu'on augmente le capital pour les rembourser, ça ne va pas être suffisant. Il faut avoir un vrai projet de développement, un vrai projet de rebond, un vrai projet de relance par rapport à ça. Voilà, je voulais juste dire qu'il ne fallait pas penser que ça sera automatique, ça sera sur des projets structurés. Monsieur Darieux, vous m'avez dit souvent les entrepreneurs raisonnent à l'envers sur ces questions de fonds propres. Ils se posent la question, au début pas tous, mais certains en tout cas, quelle dilution maximum je peux admettre et ils alignent le besoin en fonction. Ce n'est pas forcément le bon raisonnement. Non, tout à fait. Ce qui compte vraiment, c'est le projet. Et donc déterminer les besoins financiers de l'entreprise. Par exemple, si c'est la construction d'un nouveau site industriel, évalué à plusieurs millions d'euros, il faut partir de ce besoin de financement et puis après essayer de raisonner par itération
pour trouver le bon niveau de fonds propres à apporter et le bon niveau de dette à aller chercher, voir si la société est capable de rembourser ce niveau de dette pour ensuite bien valider le montant de fonds propres nécessaire à l'opération. Et donc, il faut vraiment partir des besoins de l'entreprise pour déterminer le bon niveau de fonds propres et pas simplement de la contrainte de dilution, parce que cette contrainte de dilution, on a aussi d'autres outils pour pouvoir la contourner par rapport à nos modalités d'intervention. Voilà. Pour un chef d'entreprise, comment mesurer l'opportunité, le timing? C'est pas facile pour un dirigeant, une ouverture du capital. Enfin, emprunter, il le fait souvent, mais une opération sur le capital, dans la vie d'une entreprise, c'est beaucoup plus rare. Donc, oui. Quel conseil vous pourriez donner là aussi? Donc, ça dépend si on s'adresse à une entreprise qui n'a jamais fait d'ouverture de capital ou si on s'adresse à une entreprise qui en est à plusieurs opérations. Donc là, on va plutôt considérer la question d'une primo-ouverture, hein, donc des entreprises familiales. Effectivement, ça peut être un changement majeur pour eux. Jusqu'à présent, le capital est 100% familial. Là, faire appel en fait à un investisseur financier, c'est vrai que ça peut être, c'est une révolution. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre les choses et de bien faire les choses. Et nous chez BPI France, on aime plutôt travailler dans la durée et avoir de nombreux échanges avec les entreprises et les dirigeants pour s'assurer qu'ils comprennent bien l'opération qu'on est en train de monter. Et on insiste aussi pour que les dirigeants soient bien accompagnés par des conseils, leur expert comptable, leur avocat, parce qu'il y a des notions que nous, on maîtrise quotidiennement, mais pour eux, c'est une première opération. Donc, il y a ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires. Il y a des enjeux aussi concernant nos modalités d'intervention. On peut intervenir en action, on peut intervenir avec d'autres titres qui s'appellent des obligations convertibles. Donc, tout ça, il faut bien le comprendre. Et donc, il faut prendre le temps aussi de se connaître, parce que c'est aussi une question de rencontre et de relations humaines, au-delà du simple apport financier qu'on peut apporter. Et donc nous, on préfère, notamment pour une primo-ouverture, prendre le temps de bien faire les choses et d'instruire le dossier avec le temps nécessaire. Une question à vous deux, Hervé Darieux et Geneviève Blanc. Que répondre à l'inquiétude des dirigeants sur la maîtrise de la gouvernance dans le cadre d'une ouverture de capital, inquiétude qui est légitime? Tout à fait. Hervé a déjà dit que nous étions toujours minoritaires, donc déjà on a un poids relatif, mais pas absolu dans les décisions. Et dans la gouvernance, on est, je parle pour nous chez Erdis Soridec, la plupart du temps membres de comités stratégiques ou censeurs dans des conseils d'administration. On a rarement des postes de conseil d'administration, donc globalement, le board de l'entreprise, il est constitué autour du dirigeant, des principaux managers. Et il faut plutôt nous voir, je pense, comme une opportunité, surtout quand on est plusieurs investisseurs qui avons connu des aventures différentes, des typologies d'entreprises différentes, où on peut leur apporter nos connaissances, en plus de celles qu'ils ont. On n'est pas là pour être, comme je dis souvent, derrière la paillasse à développer les produits. Mais par contre, en vision stratégique, en vision de développement international, on peut leur apporter quelque chose. Et je pense qu'il vaut mieux qu'ils nous voient comme une opportunité que comme une menace. Et on demande même souvent à ce que nos comités soient complétés par des administrateurs indépendants qui peuvent avoir aussi une valeur ajoutée et qui ne sont pas forcément de notre côté. Ce n'est pas un match, une entreprise ou un conseil d'administration, c'est vraiment des organes qu'on veut le plus souvent collégiaux pour prendre des décisions stratégiques pertinentes. Oui, tout à fait. Donc, on n'est pas du tout dans la gestion. On serait bien incapable, en tout cas pour moi, je parle pour moi, on en serait bien incapable de diriger une entreprise. Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre rôle. Par contre, on est un associé, un partenaire. Donc, on est là en fait pour challenger un petit peu le dirigeant, essayer de lui faire lever un petit peu la tête du guidon, parce que nous, on accompagne des PME ou des jeunes entreprises, où souvent le dirigeant est seul, les entreprises ne sont pas forcément très structurées comme dans des entreprises de taille plus importante. Donc on est quelqu'un avec qui parler. On est aussi là pour rompre la solitude du dirigeant. Et donc les règles de gouvernance, elles sont prévues dans le pacte d'actionnaires.
mais on n'est vraiment pas dans la gestion, quoi. On est plutôt comme dans l'appui opérationnel des chefs d'entreprise, essayer de leur apporter des solutions concrètes quand ils souhaitent, quand ils se posent des réflexions, des questions. C'est vrai qu'on a de l'expérience par ailleurs, on peut accompagner d'autres entreprises, et donc on fait du partage d'expérience, du retour d'expérience avec eux. Et en dehors de la gouvernance, quelles sont les autres réticences de la part des dirigeants à l'ouverture du capital ? Les réticences classiques, c'est on retrouve l'ancienne école et la nouvelle école, le fait que certains dirigeants préfèrent être seuls à bord et avoir 100% de la part du gâteau, et alors que d'autres dirigeants comprennent bien qu'il vaut mieux avoir un gâteau plus gros, quitte à ne pas avoir l'intégralité de la part. Et donc c'est cette réticence-là sur le contrôle en fait, de l'entreprise, mais de notre point de vue, c'est une réticence qu'on arrive à lever facilement, puisque nous, en plus, on n'est que minoritaire. Certains fonds d'investissement peuvent être majoritaires, ce n'est pas notre cas. Donc, après, il y a la liquidité aussi, qui peut être aussi une question qui se pose. Qu'est-ce qui se passe parce que nous, on est là pour les accompagner sur une durée. On n'est pas là à vitam aeternam dans le capital des sociétés. Donc, il y a aussi notre sortie à organiser. Voilà. Oui, c'est là où il peut y avoir un frein. Ils se disent au moment de leur sortie, si je suis obligé de vendre l'entreprise, c'est pas du tout ma stratégie. Moi, j'ai envie de m'y pérenniser. Bon, voilà, ça c'est vrai que ça peut faire partie des freins. Alors moi qui suis sur la partie innovation, je vis pas du tout ça, parce que les entrepreneurs savent qu'ils ont les banquiers avec eux, mais dans la limite des fonds propres. Donc ils sont quasi pas obligés, mais ils ont besoin de lever des fonds, donc c'est acquis dans leur état d'esprit. Et c'est vrai que les points bloquants d'un pacte d'actionnaires, c'est qu'on puisse les entraîner dans une session à 100%, mais on leur laisse toujours la possibilité de nous faire une contre-proposition qu'on va étudier ensemble. Et parfois aussi, quand on a des investisseurs qui imposent des clauses un petit peu dures de bad liver, dans notre jargon, c'est un des dirigeants est défaillant parce qu'il est parti, parce qu'il a fait des malversations, etc., on peut être amené à récupérer sa part du capital. Voilà, ça fait partie des gros freins que l'on peut rencontrer de la part des dirigeants. Mais après, c'est vrai que c'est plutôt culturellement d'une partie de la population de chefs d'entreprise, mais je trouve qu'il y en a de moins en moins. Monsieur Gache, d'après vous, vous en avez parlé un peu tout à l'heure déjà, les fonds propres des PME deviennent un enjeu primordial. Vous pouvez rappeler l'incidence des PGE sur l'équilibre financier des entreprises ? Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que l'endettement en 2020 a fortement augmenté, d'où par moment la nécessité de rééquilibre entre la dette et la partie fonds propres pour les entreprises. Un autre aspect qui n'est pas neutre aussi, et je rebondis sur ce qui a été évoqué, on se met dans une perspective de rebond. L'augmentation des fonds propres dans un contexte d'incertitude, s'il y a des projets qui se font jour pour la société, c'est un véritable plus, certes d'un point de vue financier, mais c'est aussi des messages qui sont adressés à l'écosystème, puisqu'avec des projets importants, une levée de fonds, bien sûr une dette bancaire qui vient pour accompagner le projet, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, il y a différents types de dettes bancaires qui peuvent apparaître, mais c'est aussi un message qu'envoie l'entreprise à son écosystème. Vos équipes mènent des entretiens stratégiques peut-être plus poussés qu'avant avec les dirigeants, enfin, même si je suppose qu'ils étaient déjà très poussés, mais peut-être là encore plus. La question du capital revient plus souvent. Est-ce que vous le constatez en tout cas? Est-ce que vous poussez aussi les dirigeants à aborder cette question du capital auprès de leurs comptables, par exemple? Alors effectivement, dans cette période d'incertitude, on a poussé les rencontres, ce qu'on appelle les entretiens stratégiques, pour aborder avec les dirigeants, au-delà du sujet de la dette et de l'exploitation courante de son entreprise, sa stratégie, son positionnement et sa vision sur le capital. Donc c'est vrai qu'on pose plus la question qu'on ne l'a posée dans le passé. On va dire que certains de nos clients dans l'économie classique auraient plutôt un profil, entre guillemets, pour prendre le terme, un peu old school, mais on se rend compte qu'il y a quand même une véritable évolution. Le dirigeant s'interroge de plus en plus. Alors le contexte d'incertitude, le contexte sanitaire
les amène à se poser des questions sur leur durée au sein de la société, sur la transmission familiale ou autre, ou éventuellement de s'appuyer sur des tiers, sur des fonds qui peuvent être aussi des conseils et des appuis pour sécuriser leur entreprise. Donc effectivement, les dirigeants, alors, on leur pose plus la question que dans le passé, mais s'ouvrent plus facilement et on sent qu'il y a une véritable interrogation sur ces sujets-là. Le renforcement des fonds propres peut aussi préparer la sortie du dirigeant, peut accélérer une cession. Donc, c'est un phénomène que vous rencontrez en ce moment, qui est un peu plus fréquent. Alors, fréquent, les cessions à l'heure actuelle ne se sont pas multipliées. Non, je veux dire des dirigeants qui se posent la question, oui. En tout cas. Oui. Et les fonds propres entreraient dans le cadre de cette réflexion. C'était ça ma question. Voilà, oui. Clairement, les dirigeants aujourd'hui se posent, entre guillemets, plus facilement ou de manière plus concrète la question de est-ce que je fais rentrer un partenaire dans la société pour m'appuyer dans le cadre de son développement? Est-ce que je veux aussi réaliser une partie de mon patrimoine? Parce que c'est aussi un sujet aujourd'hui, dans une période d'incertitude, à faire rentrer des fonds. Ça peut être aussi dans une stratégie patrimoniale. Je réalise une partie de mon patrimoine en continuant le développement de mon entreprise, mais j'en sécurise une partie. Je commence à faire rentrer mes enfants ou mes successeurs que j'avais plus ou moins identifiés avant. Et là, je me dis que c'est l'occasion, parce que l'avenir étant incertain, autant les faire rentrer le plus tôt possible pour consolider leur savoir et consolider son entreprise. Donc oui, pour ces différents sujets et d'autres, c'est effectivement de l'actualité de pas mal de chefs d'entreprise. Je reviens vers vous, Monsieur Darieux, Madame Blanc, sur les exigences par rapport à des versements de dividendes. Quelles sont vos exigences? C'est peut-être une question. Il n'y en a aucune. Si on a des dividendes, c'est avec plaisir, mais ce n'est absolument pas l'objectif. Je pense qu'en capital développement, suivant les montages qui ont pu être faits, surtout en transmission, qui nécessitent des remontées de dividendes à des holdings pour rembourser la dette, mais ce n'est pas une vraie exigence, c'est une nécessité liée au montage. Sinon, nous ne sommes pas des investisseurs qui demandons des versements de dividendes. Par principe, on préfère que la boîte garde ses fonds propres, puisque ces résultats, ça vient améliorer ses fonds propres pour poursuivre son développement. Oui, tout à fait. Et puis je dirais même qu'au contraire, on a plutôt tendance à essayer parfois d'encadrer la possibilité de distribuer des dividendes, parce que nous, l'argent qu'on investit dans la société, on investit pour le développement et pas pour que le dirigeant se distribue l'apport qu'on vient de mettre dans la société en dividende. Donc en fait, c'est plutôt le raisonnement inverse qu'on va plutôt avoir. Et après, bien sûr, s'il y a des distributions de dividendes qui sont prévues et sur lesquelles on est d'accord, bien évidemment, on va les accepter. Mais notre rémunération, en fait, essentiellement, c'est la plus-value que l'on va faire entre la valeur de la société à l'entrée et la valeur de la société à la sortie. Donc c'est son développement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se rémunère. On prend un risque d'investisseur et la valorisation de notre investissement dépend de la valorisation de la société. Comment sortent les investisseurs? À quel moment et dans quelles conditions? Je crois que c'est entre 5 et 7 ans, par exemple, quand j'avais présenté. C'est écrit comme ça dans les packs. Voilà, c'est la durée qu'on se donne au départ, l'horizon. Mais ensuite, très souvent, ça se passe différemment. On peut sortir pour réinvestir aussi dans la foulée, faire des tours successifs. Et ça, que ce soit Virdis Oridec ou BPI France, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Il y a des entreprises qu'on accompagne depuis 10-15 ans, de manière totalement volontaire. Et donc la sortie, en fait, c'est quelque chose qui doit s'anticiper. Par contre, ça fait partie, pour revenir à votre question sur les réticences des chefs d'entreprise, notre sortie, en fait, ne va pas du tout imposer une vente de la société à 100%. Voilà. Et ça, il faut que je veux faire passer ce message-là, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait rentrer des fonds en 2021 qu'on va devoir vendre la société en 2026 pour sortir les investisseurs. Ça sera pas du tout un prérequis. Bien sûr, si le dirigeant, à ce moment-là, part à la retraite ou souhaite céder l'entreprise, on sortira en même temps que lui et à ses conditions, aux conditions de prix de l'acheteur. Par contre, dans la plupart des cas, c'est une nouvelle opération avec une société qui s'est développée. Donc dans ce cas-là, il y a la possibilité de nous sortir en allant chercher de la dette bancaire ou une opération mixte avec l'entrée d'un nouvel investisseur et un mix entre nouvel investisseur et dette bancaire.
Monsieur Salihalj, pour renforcer ses fonds propres, la région agit sur différents niveaux. Un mot peut-être sur les prêts participatifs, ça on peut en parler collectivement, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si les prêts participatifs c'est pas forcément du renforcement de fonds propres d'ailleurs. Alors, il semblerait qu'il y ait du débat. Voilà, il y a pas mal de débats. Là, ça devient un peu technique. Alors, on n'a pas un public de directeurs financiers. Hein. C'est un public de dirigeants d'entreprise, de dirigeants de PME. Je dis pas qu'ils sont complètement. Ils s'y connaissent mieux que moi, forcément, je pense. Mais on ne va pas trop rentrer dans la technique pure non plus. Mais les niveaux d'intervention de la région sur IRDI Impulsion, par exemple, où Madame Blanc, vous pouvez aussi, bien sûr. Détailler ce dispositif et puis peut-être aussi faire un point sur les prêts participatifs. Je pense que j'ai des gros souscripteurs de ce fonds potentiel autour de moi, voilà. Donc ils vont pouvoir m'aider à répondre. Oui, ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'en matière d'intervention sur le haut de bilan, sur les fonds propres ou les quasi-fonds propres, il y a principalement deux approches. C'est d'une part celle que l'on vient d'évoquer à l'instant et qui est celle qui est la plus connue, c'est celle du capital investissement en tant que tel, et qui vient d'être décrite, mais qui suppose effectivement des négociations assez approfondies et une forme de sélectivité des projets, hein, par nature. Ce sont des outils qui sont très utiles, qui sont nécessaires. Effectivement, on pourra revenir, hein, sur le prochain fonds qui va se constituer dans le périmètre d'IRDI Capital Investissement, qui est ce fameux fonds de capital rebond IRDI Impulsion. Mais peut-être avant de revenir plus en détail sur le fonds, redire effectivement que, et même s'il y a un débat sur est-ce que ce sont vraiment des fonds propres, des quasi-fonds propres, cette notion de prêt participatif dont le grand public commence à beaucoup entendre parler aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a un mouvement collectif qui est en train de s'organiser pour faire en sorte de proposer des solutions qui ont trait à cela. Le principe du prêt participatif, c'est que c'est un prêt, certes, donc a priori de la dette, mais c'est une dette qui est exigible en dernier ressort, c'est-à-dire après les autres créanciers et les autres créanciers financiers de l'entreprise. Et donc, ça devient une ressource longue dans l'entreprise, et c'est en ce sens qu'on la considère comme étant du quasi-fonds propre. Et ce que les uns et les autres, nous sommes en train de travailler, BPI France sur mandat national de l'État, et nous en région, à partir d'un réceptacle qui est prêt à servir, qui est le fonds de fonds Foster TPE-PME, on va actionner un compartiment autour des prêts participatifs en intervention sous forme de garantie vis-à-vis de ces prêts, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ces prêts étant exigibles en dernier ressort, nécessairement, il faut les sécuriser un petit peu plus. Et c'est là que notre rôle en tant que collectivité de soutien et d'accompagnement du développement de l'économie intervient, notamment sur des mécanismes de garantie par rapport à ces outils. Et Foster TPE-PME va nous permettre de faire cela. Et il a été voté à la CP de février une enveloppe complémentaire de 25 millions. Commission permanente. Commission permanente, exactement, des élus de la région. Une enveloppe complémentaire de 25 millions d'euros qui devrait permettre de couvrir en garantie jusqu'à 200 millions d'euros de prêts bancaires et qui pourront être administrés par les opérateurs bancaires qui ont été sélectionnés dans le cadre de Foster TPE-PME et qui sont les banques populaires et caisses d'épargne à l'échelle de l'Occitanie. Et sur ce compartiment, une moitié des nouvelles enveloppes de prêts devront concerner des prêts participatifs. Pour nos auditeurs, l'intérêt des prêts participatifs, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, autant sur du capital investissement pur, on est sur de la sélectivité et un petit nombre d'élus, entre guillemets, autant ce type d'outil nous permet tout de suite de faire beaucoup plus de volume.
Et ce dont je vous parle, la volumétrie que j'évoque au titre de Foster TPE-PME, va permettre d'intervenir auprès de 600 TPE-PME uniquement sur le volet garantie de prêts participatifs. Et sur des outils non dilutifs, donc il n'y a pas de question de valorisation ni de dilution du capital. En comparaison, l'année dernière, nous avons fait 40 interventions. Donc c'est vrai, sur l'ensemble des 2 régions, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, nous sommes intervenus dans 40 entreprises. Donc c'est vraiment des outils très complémentaires et avec une sélectivité. Enfin, bien entendu, les banquiers ne vont pas faire n'importe quoi, mais qui est quand même bien moins importante. Mais le monde bancaire attend des agréments encore pour délivrer les prêts participatifs. On en est où? En fait, je crois qu'il y a des points en suspens encore. Est-ce que vous pouvez informer justement les auditeurs sur ce point? Parce qu'il y a des questions qu'ils se posent. D'accord. Alors, il y a 2 sujets. Il y a le PPSE, donc le prêt participatif relance porté par le gouvernement. Et après, il y a le prêt Foster, on va l'appeler rebond Foster, qui est porté plus par la région. Donc, sur la partie prêt Foster, on a eu les explications. Sur le PPSE, donc porté par l'État, à l'heure actuelle, on a certains éléments, son volume. On parlait tout à l'heure de puissance de feu au niveau de l'État. On parle de 16 milliards, donc, mais là c'est au niveau national. On connaît quelques caractéristiques à ce jour de ce PPSE. Ça sera un crédit de 8 ans avec 4 ans de différé. On sait qu'il va s'adresser à des sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros constatés. C'est un prêt qui a vocation à accompagner les sociétés dans leur développement. Ça, c'est un point central. Le PPSE n'aura pas vocation à venir rembourser le PGE. C'est pour les sociétés qui sont dans une situation encore financière saine, puisqu'il y a aussi des critères en termes de cotation Banque de France qui apparaissent et qui ont des projets d'investissement. Et du coup, ce financement avec les 4 ans de différé, et donc qui leur permettent d'avoir un retour sur investissement avant que l'amortissement se mette en place, et peut être aussi en complément d'une approche de fonds propres. L'un n'exclut pas l'autre, hein. Loin s'en faut, c'est même plutôt un complément. Après, voilà. Par contre, après, reste des questions toujours d'actualité non résolues, quasi fonds propres, dettes. À la minute, le système du PPSE est un peu plus sophistiqué que l'ancien PGE. Il va y avoir des fonds qui doivent se créer pour contre-garantir. À la minute, ils ne sont pas créés. Donc, c'est un accompagnement qui va être mis en place dans les prochaines semaines. Vous dire un horizon précis, je ne pourrais pas. Ça ne va pas tarder, mais à la minute, on n'a pas encore totalement les caractéristiques et la commercialisation pour aucun établissement bancaire n'est encore possible à la minute. Et pour les opérer, ce sera qui en fait? Ça sera les établissements bancaires au sens large, qui distribueront, comme ça a été fait pour le PGE, ce prêt participatif. Et il y a une attente forte des PME, des dirigeants de PME sur ce type de produit? Oui, vu le succès et l'engouement qu'a eu le PGE, les dirigeants s'interrogent, puisque maintenant on parle beaucoup de ce PPSE, sur sa mise en place et l'accompagnement que ça peut leur permettre. Mais le point vraiment important, c'est vraiment un accompagnement de développement. Attention, ce n'est pas un prêt de substitution, je me répète, du PGE, et ce n'est pas non plus un prêt de retournement. C'est un prêt d'accompagnement du développement. Très bien. Sur le fonds de rebond IRDI Impulsion, vous pouvez apporter des précisions sur le niveau de ce fonds, la typologie d'entreprise ciblée? Alors, Madame Blanc, vous l'avez dit, hein, c'est IRDI Impulsion, ce n'est pas IRDI Rebond. IRDI Donc Impulsion, ça ne sera pas que du rebond, ça sera la cible, ce sont les entreprises qui avaient de très bons fondamentaux avant la crise et qui ont connu un fort impact avec cette crise, mais qui restent avec un projet intéressant, des dirigeants intéressants. Enfin, voilà. Il y a le projet, je voulais compléter tout à l'heure. En termes de chiffre d'affaires, environ, c'est quoi? Alors la cible, c'est des entreprises à partir de 5 millions de chiffre d'affaires. Ce fonds devrait faire autour de 50 millions d'euros. On vient de lancer la commercialisation ces jours-ci. Il devrait être effectif possiblement avant l'été, mais très certainement opérationnel en septembre. Les tickets d'intervention seront de 1 million à 3 millions d'euros. Donc vraiment un complément de
tous les autres outils. Qu'il y aura un projet, c'est aussi quelque part un plan, ça se traduit en plan de financement, et il faut que ce plan de financement avec les besoins établis soit équilibré. Donc, et l'équilibre, il prend un peu de fonds propres, de l'endettement, des aides, des subventions. Enfin, je crois qu'on est tous là. Les 3 personnes autour de moi font partie de nos souscripteurs, mais on est vraiment dans un réseau de partenariat pour l'accompagnement économique des entreprises. Donc, on est plus complémentaires que concurrents entre nous. Même, on est très complémentaires. Voilà, donc, que dire de plus? Ça sera du fonds propre ou quasi-fonds propre. Ça sera du capital ou de l'obligation convertible. Dans l'esprit, on n'a pas non plus envie de profiter. C'est très difficile de valoriser ces entreprises. Elles étaient bien avant, elles ont quand même connu quelque chose qui les a fait redescendre. Donc la valorisation est compliquée. Donc faire que du capital, ça peut être un peu négatif pour le dirigeant à ce moment-là, où il se dit c'est le moins bon moment pour moi d'ouvrir mon capital. Donc on ne sait pas encore, mais il pourrait y avoir du panachage entre du capital et des obligations convertibles pour faire que ça ne soit pas trop intrusif au niveau du capital. Ce que j'ai lu sur les prêts participatifs, vous ne l'avez pas dit, c'est que la Banque de France pourrait les considérer comme des fonds propres au niveau de sa cotation. Je ne sais pas si tu valides, Emmanuel. C'était le sujet, effectivement, de savoir comment on les considère. Et puisque tu me relances sur le sujet, j'en profite aussi pour revenir sur la question de la complémentarité, puisqu'en matière de montant d'intervention, le compartiment que l'on ouvre va viser des prêts à moins de 2 millions d'euros, donc tout à fait en complémentarité avec ceux pensés au niveau national qui démarreront à 2 millions d'euros. Geneviève Blanc, autre actualité pour Irdi Soridec, le fonds capital proximité qui s'étend, je crois, à l'Occitanie-Est, ex-Languedoc-Roussillon. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, globalement, Irdi Capital Investissement, c'est 2 grosses activités. Alors, c'est 380 millions sous gestion déjà. C'est une activité innovation, 140 millions d'euros qui ont été levés pour financer cette partie-là, et une partie capital développement. Alors, cette partie capital développement, traditionnellement, elle est assez connue en région. C'est du capital investissement, comme l'a présenté Hervé tout à l'heure. Nous y avons rajouté du capital de proximité avec IRDI Capital Croissance, qui intervenait qu'à Midi-Pyrénées et qui vient d'être étendu grâce à une augmentation de capital qui vient d'être réalisée ces jours-ci à la région Languedoc-Roussillon. Donc, c'est une structure qui vise à financer des petites opérations de capital développement transmission, puisque les montants d'intervention sont compris entre 200 et 800 000 euros, alors qu'au niveau de l'IRDI, on démarre à 1 million jusqu'à possiblement 10 millions d'euros par entreprise. Donc, on est vraiment sur la strate en dessous, de la belle PME régionale. On a, avec une volonté aussi d'aller peut-être un peu plus dans les territoires, dans les, où on est peut-être un peu moins présent. On a quelques dossiers, mais on est un peu moins présent quand même que sur les métropoles, dans les territoires qui y a autour. Et donc, autour du million d'euros de chiffre d'affaires. 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, petite entreprise qui a un beau projet de développement. Et au niveau de Midi-Pyrénées, c'est un joli portefeuille. Est-ce que les critères d'analyse, d'instruction des dossiers évoluent vu le contexte sanitaire et de crise économique ou pas? Je pense que les critères principaux sont les mêmes en fait. Nous, ce qu'on regarde, c'est le positionnement de l'entreprise, la qualité de son équipe dirigeante, de ses hommes, le projet de développement. Donc ça, c'est vraiment des critères qui sont très importants pour nous. Peut-être que par rapport à la situation actuelle, on est aussi capable de faire des retraitements dans notre analyse. Vous savez que la valorisation de l'entreprise va dépendre de son niveau de rentabilité, et on est capable de faire un certain nombre de retraitements pour obtenir une rentabilité récurrente et non impactée par certains éléments, on va dire, exceptionnels. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire. Mais en tout cas, les fondamentaux de notre analyse restent les mêmes. Non, pas de...
Pas de complément. D'accord. Par rapport à ça. Une question d'un internaute pour Monsieur Salihalj ou David Gache. Comment se comptabilisent les prêts participatifs au bilan? Ce sera de la dette. C'est fondamentalement de la dette, mais c'est de la dette longue, donc une ressource longue, et donc qui va se situer quasiment sur le bas des fonds propres. Voilà. On est dans un entre-deux, d'où les éléments qui étaient indiqués tout à l'heure. Après, au-delà des questions juridico-comptables, la pratique habituelle, c'est de les considérer comme du quasi-fonds propre. Et c'est comme ça que les investisseurs ou les financeurs vont les regarder. Et dans le cadre de Foster TPE-PME, je ne sais pas si vous aviez indiqué ce chiffre tout à l'heure. Je me permets, si vous l'avez dit, autant pour moi, sinon c'est aussi bien de le rappeler. C'est 600 PME, je crois, qui sont identifiés. Hein. Alors, 600 PME sur ce sous-compartiment relatif aux prêts participatifs. Pour qu'on ait une idée de... Voilà, à l'intérieur d'un volume plus important, hein, qui est du double du nombre d'entreprises, hein, 1200, 1300 TPE-PME qui devraient bénéficier d'une nouvelle volumétrie de garantie sur des prêts bancaires, en sachant qu'il a déjà été réalisé 5200 prêts, hein, aux entreprises bénéficiant de cette garantie. Donc une volumétrie assez importante à l'échelle de la région. Okay. Et quels moyens pour renforcer les fonds propres pour les acteurs du tourisme qui sont très nombreux dans la région, qui sont frappés durement par la crise? Alors, je pense que vous faites référence au Fonds Tourisme Occitanie, qui est un outil qui a été développé à l'initiative de la région il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, mais qui est un fonds qui est avant tout un fonds de dette, hein, sous forme de prêts et déjà de prêts participatifs, et qui vient d'être renforcé par un volet sur les obligations convertibles, là aussi pour intervenir dans une logique de quasi-fonds propres. C'est un fonds qui est piloté par un autre partenaire, hein, qui est M Capital Partners, qui est bien connu aussi en région, avec des interventions conjointes de la région, de la Banque européenne d'investissement, d'un partenaire bancaire qui était présent ce matin, qui n'est pas là sur cette table ronde, mais qui était présent ce matin. Voilà, et je pense que Hervé pourra parler aussi, hein, de l'offre existante au niveau de BPI France, oui, tout à fait, sur ce sujet. C'est l'occasion, en effet. Effectivement, donc BPI France, au niveau des fonds propres, on est aussi un acteur, des fonds propres et de la dette d'ailleurs, hein, on est un acteur historique dans l'accompagnement du secteur touristique au sens large. Et donc on a aussi des outils de prêt tourisme, mais également de fonds propres qui sont vraiment destinés à ces acteurs-là dans le contexte actuel en plus de crise sanitaire. On a des outils donc classiques d'intervention en actions, obligations convertibles pour accompagner des créations d'hôtels, des reprises d'hôtels, hôtellerie de plein air, restaurants, tout ce qui touche en fait au tourisme. Et on a aussi lancé en 2020 ce qu'on appelle les OCFAST, qui sont destinés à des acteurs de taille un peu plus petite, donc avec un chiffre d'affaires qui est inférieur à 2 millions d'euros. On a une solution en fait à leur proposer d'OC facilement mise en œuvre pour un montant maximum de 400 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est un produit récent qui est destiné en fait à ces entreprises. Madame Blanc, sur les sociétés innovantes en 2020, là au premier trimestre 2021, est-ce qu'il y a des... est-ce qu'elles disent qu'elles ont été freinées par les PGE souvent? Est-ce que c'est un discours que vous entendez souvent? Est-ce que c'est l'occasion peut-être aussi, cette table ronde, de délivrer un message d'optimisme, d'y aller, que vous êtes là pour les accompagner? Je ne pense pas qu'elles ont été freinées par les PGE. Eux, au contraire, c'est les PGE, les ont beaucoup aidées. Par contre, elles les ont
freinés dans leur réflexion par rapport à des ouvertures de capital. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc ça n'a fait, je pense, que décaler. Mais ça, on le voit nous au niveau de l'innovation, mais on le voit aussi au niveau du capital développement. On n'a pas un deal flow énorme parce que y a eu cet apport en trésorerie qui était tout à fait pertinent à ce moment-là et qui fait que, heureusement, la plupart ont compris un principe au moment de la crise du Covid. Enfin, moi, beaucoup de mes chefs d'entreprise m'ont dit « J'ai super bien compris, cash is king ». Donc, le cash, c'est roi. Donc, je n'ai pas besoin des PGE, ce n'est pas très grave, mais je vais les demander. Il vaut mieux que j'ai ma trésor, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ils ont été beaucoup quand même. On n'a pas que des entreprises qui ont souffert. Enfin, nous, dans nos portefeuilles, hein, où on a beaucoup de chance. Évidemment, il y a des entreprises qui sont en souffrance, mais ce n'est quand même pas la majorité, heureusement. Heureusement qu'elles ont eu aussi le PGE pour certaines, parce que ça leur a permis de passer ce moment difficile. Et je pense que maintenant, elles vont commencer à se dire, ces PGE, elles ont toutes plus ou moins commencé à négocier le différé d'un an ou deux pour la plupart, mais elles se disent, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, j'en ai qui me disent, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent ? Est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner pour en avoir un peu plus, pour avoir des opportunités, saisir d'autres opportunités ? Donc, on est 2 représentants de sociétés d'investissement, mais il y en a beaucoup en France. La plupart ont levé beaucoup de fonds. On a fait partie, nous. BPI vit sur ses fonds propres, mais bon, il y a beaucoup d'argent disponible et je pense que les entrepreneurs doivent se dire que, pas forcément qu'avec nous, mais il y a des opportunités de faire des augmentations de capital et qu'il faut, à mon avis, le faire parce qu'il va y avoir des opportunités à saisir en termes de croissance externe, déjà. Il y a beaucoup de regroupements. Moi, on n'a pas eu de frein dans les cessions dans nos boîtes. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui savent que c'est le bon moment pour faire des acquisitions parce que on voit déjà celles qui ont résisté à la crise, donc c'est déjà un facteur intéressant. Il y en a qui ont moins bien résisté, mais qui avaient des bons fondamentaux, donc elles sont aussi intéressantes à racheter. Donc il y a plein d'opportunités et je crois qu'au contraire, il faut penser futur. Cette crise, on va bientôt, j'espère, l'avoir derrière nous. L'argent est disponible au niveau des fonds d'investissement. Hein, il y en a quand même pas mal. Et donc, il faut vraiment qu'ils réfléchissent et qu'ils réfléchissent avec leurs conseils, experts comptables, avocats, qu'ils n'hésitent pas à se faire accompagner aussi par des professionnels qui vont les aider à structurer leurs réflexions. Hein. On a beaucoup d'entreprises qui font en ce moment des audits stratégiques. Donc, et ça me paraît très important. C'est préparé. C'est important de marteler ce message, en effet. Oui. Monsieur Darieux, vous vouliez compléter ? Non ? Sur l'opportunité. Le message, en fait. Un message, si vous aviez un message aux entrepreneurs. Là. Il n'y a plus qu'à, il faut y aller. Voilà. Aujourd'hui, on est vraiment là, il y a vraiment des ressources pour vous accompagner. Et c'est vraiment notre positionnement. Nous, on se veut comme un centre d'entraînement pour entrepreneurs de haut niveau. Et donc, on est là pour les inciter à aller chercher de la croissance supplémentaire. De la croissance durable aussi supplémentaire, hein, pour les accompagner aussi sur les sujets de la transition énergétique et environnementale, de la performance durable des entreprises avec toutes les parties prenantes et les salariés. Donc nous, on tient vraiment ce discours qui est très positif. Aujourd'hui, il y a des ressources, il y a des projets, il faut saisir la perche et aller de l'avant. Cette crise est aussi un formidable accélérateur de tendance et d'opportunités. Donc il faut financer ces projets, il faut avoir des projets et on est là pour vous accompagner. Vous pouvez rappeler les étapes clés pour une levée de fonds, comment préparer une levée de fonds dans les grandes lignes. Ça pourrait durer 2 heures, ça, comme question, mais quelques incontournables. Je crois qu'il faut déjà partir assez tôt. Il faut vraiment se dire que ça va durer, ça peut prendre du temps, ça va prendre entre 6 mois et 1 an, donc ça déjà il faut l'intégrer. Il ne faut pas venir nous voir 15 jours avant la fin de sa trésorerie, parce que là ça va pas pouvoir fonctionner. Et après, je crois qu'il faut bien travailler ses besoins. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire et pas se brider. Et il faut écrire, il ne faut pas hésiter à rédiger tout ce que potentiellement j'ai envie de faire. Après, il y aura peut-être une sélection.
et se donner un axe de développement, et avec cet axe de développement, quantifier, le remettre en chiffres. On parle de la partie rédactionnelle et on le remet en chiffres pour ne pas se tromper dans les besoins. Et je vois qu'il y a une question, comment se fait l'arbitrage entre intervention en capital et obligations convertibles. C'est un petit peu la nature des besoins, la structuration du capital qui fait qu'on va proposer l'un ou l'autre. Des fois, moi, on a fait très peu en innovation, mais il peut nous arriver de faire de l'obligation convertible quand on ne sait pas valoriser l'entreprise. Quand on a des gros écarts entre ce qu'attend le dirigeant et ce que nous, on pense que ça vaut. Et donc pour compléter la réponse, moi ce que j'ai envie de dire aussi aux dirigeants, c'est parfois certains dirigeants peuvent raisonner en se disant je vais d'abord me charger le maximum possible en dette et ensuite je fais appel à un investisseur en capital. Et ce raisonnement-là, il peut avoir certaines limites parce que nous, à un moment donné, on valorise la société, même si ce n'est pas l'enjeu fondamental pour une ouverture de capital, on est quand même obligé de valoriser la société. Et donc une société qui est déjà très endettée, forcément, cette dette, on est obligé de la considérer et elle vient diminuer la valorisation des titres du dirigeant. Donc nous, le message aussi qu'on peut faire passer, c'est qu'il faut plutôt d'abord faire l'opération de levée de fonds pour ensuite aller chercher la dette. Et d'ailleurs, ça permet aussi d'aller chercher plus de dettes, mais plutôt le faire dans ce sens-là. Idem pour les dirigeants qui veulent faire de la croissance externe. Certains dirigeants qu'on rencontre peuvent nous dire « je vous appellerai le jour où j'aurai vraiment identifié une cible et où la négociation sera bien avancée ». Et là, pour les PME et les dirigeants de PME, moi je leur dis « attention ». Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir une négociation à mener avec la cible et en plus une négociation avec nous concernant notre entrée. Donc vous pourrez avoir le sentiment d'être pris un petit peu en étau avec en plus la boutique à faire tourner. Donc ça risque d'être compliqué. Et donc moi, ce que je conseille plutôt aux dirigeants, c'est d'abord de faire entrer des investisseurs sur une opération peut-être plus limitée, mais ça permet déjà... ça nous permet, nous, déjà, d'être rentrés, d'avoir mené nos diligences et d'avoir fait tout ce travail-là. Et après, on est capable de réinvestir pour saisir des opportunités de croissance externe plus facilement. Avoir un bon avocat. Hein. Alors oui, ça, je crois que je l'ai déjà dit au départ, mais c'est très important. Nous, on souhaite que les dirigeants soient bien accompagnés. Un bon avocat spécialisé dans ce type d'opération. Dans ce type d'opération. Il faut que ce soit des avocats qui aient déjà vu des packs d'actionnaires, qui aient déjà travaillé avec des fonds d'investissement, parce qu'il y a un certain formalisme, ça ne s'invente pas. Et effectivement, il faut que le dirigeant soit bien conseillé. C'est très important pour réaliser les opérations. Gache, vous dites qu'il faut bien verbaliser, évidemment, avec son partenaire financier, juridique, comptable, tout ça c'est évident, mais c'est important à rappeler aussi. Hein. Oui, je rebondis sur ce que disait Geneviève. Le dirigeant se pose des questions, écrit entre guillemets un peu ce qu'il veut faire, le traduit après en chiffres, mais aussi pour reprendre votre idée, être accompagné par l'expert comptable, par les avocats, permet effectivement aux dirigeants quelque part de verbaliser sa stratégie, de se dire voilà quelles sont mes cibles, voilà quelles sont mes orientations, quelle est ma philosophie. Et effectivement, c'est un véritable plus pour après se rapprocher des fonds, des sociétés de prise de participation. Et le plus tôt possible, je les rejoins, parce que toutes les opérations de haut de bilan prennent beaucoup plus de temps que de la dette bancaire classique. Et par moments, les dirigeants peuvent confondre un peu vitesse et précipitation sur ces sujets-là. Il faut l'anticiper. Donc du coup, avoir mis à plat sa stratégie et effectivement être accompagné à ce moment-là par son expert comptable, son avocat ou d'autres au sein de sa société. Pourquoi ça prend plus de temps? Parce que c'est un partenariat, c'est une forme de mariage. Donc on ne se marie pas tous les jours. Donc il faut arriver à savoir si on va pouvoir s'entendre et pouvoir passer ces 3, 4, 5 ans, 7 ans ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a cette première analyse de savoir si on est en phase sur la stratégie, si on est avec des personnes avec qui on peut avoir un affectio societatis. Enfin, on ne fait pas que de l'analyse de compte et de bilan. Il y a aussi un partenariat, une association. Donc c'est ce qui aussi prend pas mal de temps. Et pour compléter, un bon avocat, ça aide aussi à démystifier l'entrée d'un investisseur. Hein.
il va expliquer aux chefs d'entreprise qu'on n'est pas des gens très dangereux quand même. Un compte courant d'associé peut-il être assimilable à du quasi-fonds propre Si oui, à quelles conditions? Il faut qu'il soit bloqué, effectivement, il faut qu'il soit bloqué. Et donc, si c'est le dirigeant actionnaire majoritaire qui apporte en plus des comptes courants, oui, je pense que les banquiers demanderont l'engagement de blocage au-delà de la durée de remboursement de la dette. Je reviens sur les avocats, décidément, ils ont les oreilles qui sifflent en cette fin d'après-midi. Comment identifier les avocats spécialisés dans la levée de fonds? Il y a quand même beaucoup d'avocats droit des affaires qui savent ce que c'est. Hein. C'est déjà une première partie de la réponse. Et surtout, ne pas hésiter, quand vous en rencontrez un, à lui demander quel est son track record, quelles sont les opérations auxquelles il a participé, les dirigeants qu'il a pu accompagner. Ça, il ne faut vraiment pas hésiter à ce niveau-là pour avoir un retour d'expérience. Nous, après, de temps en temps, on peut dire, mais difficilement, oui... oui, on l'a vu, mais il y a des gens qu'on n'a pas vus, mais qui ont pu en faire. Donc, il faut leur demander vraiment leur référence. Monsieur Salial, sur l'ARIS, la nouvelle ARIS, Agence régionale des investissements stratégiques, dont l'Assemblée générale constitutive s'est tenue tout récemment, le 16 mars, la semaine dernière, qui va permettre de soutenir des projets, en particulier dans les secteurs clés de la santé, l'alimentation, les transports intelligents, la transition climatique, le numérique, etc. L'ARIS jouera-t-elle un rôle en termes de renforcement de fonds propres? Oui, c'est effectivement une de ses vocations. L'ARIS est un outil supplémentaire en fait, à la disposition du territoire qui va avoir pour mission de venir un petit peu compléter tout le paysage dont on vient de parler. Je pense que l'origine du projet, c'est le fait qu'il y ait des deal flows aussi qui soient générés directement au niveau de la région et de ses agences. Et qu'il est important pour la collectivité de pouvoir marquer aussi l'investissement auprès des entreprises stratégiques sur le territoire et donc d'y contribuer de manière directe par des investissements en fonds propres dans ces entreprises. Ça se fera en complémentarité avec les logiques d'investissement que l'on vient d'évoquer. C'est un volet complémentaire aussi dans la logique de relocalisation, de localisation, de relocalisation, selon comment on appréhende les choses, au vu des constats que l'on peut dresser de la crise de ces derniers mois, sur le fait de faire en sorte d'avoir des activités essentielles qui soient présentes sur les territoires. On en a tous vu les manques. Ça participe aussi à la dynamique de la transformation économique sur le territoire. Et donc, dans la continuité des appels à projets relocalisation, le fait d'avoir un outil tel que celui-ci va permettre d'apporter cette brique financement en haut de bilan auprès des entreprises. Donc c'est l'ARIS doté de 54 millions d'euros sur les 5 premières années. L'objectif, c'est d'accompagner entre 30 et 40 projets permettant de créer ou sauvegarder jusqu'à 4000 emplois. Voilà. La source, c'est la région, donc je pense que c'est ça. Les critères d'éligibilité? Alors, comme vous avez vu que l'Assemblée générale constitutive s'est tenue la semaine dernière, derrière va se mettre en place le conseil de surveillance, le comité d'investissement. La thèse d'investissement est en cours de finalisation. Donc je pense qu'on saura dans les prochaines semaines les critères véritablement d'intervention par rapport à ces projets. Mais le point d'entrée pour une grande partie d'entre eux, ce seront ceux qui auront répondu aux appels à projets Reloc. Un mot, Monsieur Salialge, sur le nouveau fonds Investir Solidaire en Occitanie, doté, je crois, de 8 millions d'euros, la région intervenant à hauteur de 2 millions d'euros.
un fonds de capital investissement pour les entreprises relevant de l'ESS, De l'économie l'ESS. sociale et solidaire. Voilà, combien d'entreprises ciblées, quel est D'accord. l'objectif? En fait, le paysage des entreprises en Occitanie, il est très, très varié, très diversifié. Et l'ESS en région pèse quelque chose comme 15-16% de l'emploi, donc ce qui n'est pas anodin. Et les entreprises dites à gouvernance partagée, donc on pense aux associations, on pense aux coopératives, à celles dont la distribution de pouvoir n'est pas liée à la détention de capital. Ces entreprises-là ont pour particularité de ne pas avoir de possibilité de valorisation du capital en sortie. Et donc, les outils dont on parlait, notamment sur du capital investissement classique, ne sont pas appropriés pour intervenir auprès de ces entreprises. D'où la constitution de cette opération, de ce programme qui mobilise les acteurs de l'écosystème ESS en région, donc au premier rang desquels les deux associations territoriales de France Active, RD sur cette partie du territoire, MPA sur la partie ouest, mais également l'URSCOP et une coopérative de financement solidaire qui est IES, pour constituer une réponse haut de bilan auprès des entreprises ESS. Donc effectivement, de 8 millions d'euros, l'outil va être logé au sein de France Active Investissement pour intervenir auprès d'environ 75 entreprises de l'ESS sur des interventions comprises entre 50 000 et 200 000 euros. Donc on est sur des plus petits montants que ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, mais qui sont nécessaires aussi pour ces entreprises pour poursuivre leur développement. C'est attendu impatiemment par les entreprises du secteur? C'est effectivement attendu impatiemment parce que... On parlait de petits tickets, mais ça peut quand même être attendu impatiemment. Oui, tout à fait. C'est attendu impatiemment. En fait, le projet est en construction depuis plusieurs mois. Il a été nécessaire d'arriver à structurer, organiser le principe de fonctionnement. Mais le lancement est imminent. Et donc intervient à point nommé aussi dans le contexte actuel de sortie de crise, qui va permettre d'accompagner les entreprises de l'ESS sur cette dimension-là. Et les entreprises sont choisies éligibles, sont choisies sur quels critères? Vous parliez de 75 environ. Voilà, donc c'est la volumétrie qui est envisagée. Les acteurs dont j'ai parlé, en fait, établiront les expertises, en tout cas les pré-expertises liées à ces investissements, qui seront ensuite soumis pour confirmation à France Active Investissement, qui est la société d'investissement du réseau France Active au niveau national, et c'est le métier absolu. Mais donc avec une génération de deal flow ici en région, des premières expertises en région, et une adéquation par rapport au projet de développement porté par ces entreprises. Merci bien. Il est 17h. Donc, normalement, les débats se concluent maintenant. Est-ce que vous voulez conclure quand même sur un dernier message, ou même M. Gache peut-être, ou Mme Blanc, ou M. Darieux? Est-ce que vous avez un mot de conclusion, un dernier message aux entrepreneurs ici présents par rapport à la thématique des fonds propres? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à franchir le pas, à échanger avec nous sur ces questions-là. Nous, on est souvent en contact avec des entreprises, certaines entreprises qu'on suit depuis plusieurs mois, même plusieurs années, qui réfléchissent à des projets. Nous, notre porte est ouverte, et on est très heureux de venir vous rencontrer pour déjà apprendre à se connaître, même s'il n'y a pas de sujet immédiat. Il peut y en avoir un à l'avenir, et donc on est à votre disposition pour échanger sur ces questions-là. Et après, on ne peut bien sûr qu'encourager l'ouverture de capital quand il y a des projets qui le nécessitent, parce que c'est un signe d'ouverture pour tout l'écosystème. C'est une volonté de croissance, c'est aussi une volonté d'être accompagné par des acteurs comme nous, qui sommes là aussi, au-delà du simple appui financier qu'on apporte. On se positionne vraiment comme un partenaire de long terme à leur côté
pour partager des réflexions et essayer aussi de trouver des solutions à d'éventuels problèmes opérationnels. Voilà. Monsieur Salial, quelques mots? Oui, de mon côté, je voudrais aussi dire que la question du financement des entreprises, ça peut concerner les citoyens lambda. Et c'est pour cela que va être très prochainement lancée l'initiative Épargne Occitanie, en partenariat avec la CCI de région et un certain nombre d'autres partenaires, et l'appui d'une plateforme de financement participatif pour que le citoyen qui souhaite s'impliquer dans la vie des entreprises sur le territoire, l'économie réelle, hein, comme on dit souvent, puisse le faire, soit sur des outils de prêt, soit même des outils d'investissement au capital de l'entreprise. D'accord. Non, Emmanuel, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Il y a des boîtes qu'on a beaucoup de mal à financer sur des thématiques parce que c'est très long, les développements sont très longs, très coûteux. Et je suis convaincue depuis de nombreuses années que les citoyens que nous sommes beaucoup plus patients que les fonds d'investissement qui ont des durées de vie limitées. Hein. Il faut que notre capital y tourne, donc c'est normal. Ce n'est pas du tout critique, mais nous, les citoyens sont beaucoup plus patients et seront beaucoup plus à même de financer ce type de projet où nous, on a parfois du mal à mobiliser des investisseurs. Et en conclusion, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. On est aussi force de conseil, hein, même si ça ne rentre pas dans nos stratégies d'investissement. Le projet ne correspond pas à ce que l'on peut chercher, ou on a une entreprise concurrente, etc. On est aussi là pour réorienter vers d'autres solutions de financement, vers d'autres fonds, vers des business angels. Voilà, on est aussi des conseils. Il ne faut pas hésiter à frapper à notre porte. Très bien, merci beaucoup. J'ai noté pêle-mêle quelques mots-clés sur les différents thèmes abordés pendant cette journée. Transition écologique, digitalisation, responsabilité sociale, attention à votre santé aussi, la santé des dirigeants, la santé de vos salariés, bien sûr, qui est le premier capital de l'entreprise, la lucidité sur votre projet, une vision à moyen terme aussi, centrée sur une valeur ajoutée bien identifiée, pas trop s'éparpiller, une réflexion stratégique axée sur la formation, le numérique, la transition écologique, ça je l'ai déjà dit, des nouvelles façons de fonctionner peut-être qui sont en train de se mettre à l'œuvre par rapport entre guillemets au monde d'avant, côté entreprise, côté institution, banque, collectivité, peut-être plus de transversalité, encore plus d'intelligence collective. En tout cas, pour les dirigeants, on ne peut pas raisonner son business model de la même façon aujourd'hui qu'il y a un an. Ça semble évident, mais c'est ce qui a été martelé tout au long de la journée. Confiance aussi, la nécessaire confiance, la responsabilité aussi de chacune et de chacun, et une forme de libération des entreprises, allant jusque-là même. Voilà. C'est quelques mots que j'avais notés à la volée comme ça au fur et à mesure des animations. Écoutez, on remercie l'ensemble des partenaires du rendez-vous du financement. Je les cite à nouveau. Donc, bien évidemment, il y a en organisateur CCI Héros, CCI Occitanie, puis les partenaires région Occitanie, Montpellier Méditerranée, Métropole, les agglomérations Béziers Méditerranée et Pays de l'Or, le Pays de Lunel, le Comité des banques, la Société Générale, le Crédit Agricole, le CIC. Vous avez tous les logos derrière en fond d'écran, sur votre écran. La Caisse d'épargne, la Banque Populaire, IRDI Soridec, BPI France, les 3 ordres professionnels suivants, experts comptables, avocats, notaires et mes confrères de la Tribune. Merci aux équipes aussi de la CCI Héros, notamment à Véronique Bousquet, directrice appui aux entreprises, et Florence Damour, responsable communication, ainsi que son équipe qui m'ont aidé à préparer les échanges. Merci à la régie technique pour la qualité du son et de l'image. C'est indispensable, ça a très bien marché, mais il ne faut pas oublier de les remercier quand ça marche aussi. Super, merci Damien et Bastien de Light Événements. Merci bien sûr aux intervenantes et intervenants pour la richesse des échanges. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez été... vous avez été 350 tout au long de la journée. J'espère que cette journée a été profitable pour vos choix stratégiques, que ça vous a inspiré aussi pour vos projets d'investissement ou de structuration de capital pour demain. Point important, je rappelle, c'était aujourd'hui la première étape du rendez-vous
du financement. N'oubliez pas de noter d'ores et déjà sur vos agendas la date du 5 octobre en présentiel, on l'espère tous, avec 700 rendez-vous B2B qui vous sont déjà destinés, le 5 octobre. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Restons connectés.